Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Vers le Haut. On va se laisser quelques instants pour que tout le monde s'installe confortablement. N'hésitez pas à prendre un petit verre d'eau, un petit café et à nous dire dans le chat, dans la conversation, d'où vous nous, oula, pardon, d'où vous nous rejoignez aujourd'hui, de quelle structure vous êtes, de quelle région. Alors, comme vous le savez, Vers le Haut, c'est le premier think tank dédié à l'éducation et à la jeunesse. Notre mission, c'est de faire entendre la voix des jeunes et des acteurs de terrain dans le débat public et de mettre en valeur des initiatives qui font bouger les choses. On publie aussi chaque année un baromètre sur la jeunesse qui nous aide à mieux comprendre leurs besoins, leurs attentes et leurs difficultés. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet central, la confiance des jeunes, parce qu'on le sait, faute de confiance en eux, beaucoup de jeunes renoncent à des projets, à des choix d'orientation notamment, ou à des prises de parole qui pourraient pourtant les faire grandir. L'objectif de cette heure ensemble, c'est que vous repartiez avec des idées d'actions concrètes pour renforcer cette confiance dans vos structures, vos établissements ou même dans vos accompagnements. On commencera avec Stéphane, qui est directeur des études de Vers le Haut et qui est le rapporteur de l'étude Un sérieux besoin de confiance, qui nous présentera un des enseignements de cette étude et il s'attardera sur quelques-uns des leviers identifiés pour travailler la confiance avec les jeunes. Et on aura le plaisir d'entendre Thomas Comté, qui est directeur général de l'association Trouve ta voix, qui œuvre sur le terrain pour aider les jeunes à prendre la parole et à s'affirmer. Vous verrez, on passera aussi une courte vidéo de présentation de leur action. Euh, voilà, n'hésitez pas à être actifs tout au long du webinaire et surtout posez vos questions dans l'onglet Q&R, questions et réponses, pas dans la conversation. On les prendra à la fin et on fera de notre mieux pour y répondre. Voilà, on est ravis de partager avec vous ce moment. Merci beaucoup d'être présent. Je vais laisser la parole maintenant à Stéphane qui va nous éclairer sur ce que dit notre étude sur sur la confiance des jeunes. Merci beaucoup Marion. En fait, effectivement, l'idée de ce webinaire, c'est d'essayer d'identifier des critères finalement qui vont permettre de travailler sur la confiance des jeunes. Et donc, l'idée, c'est de trouver des pistes d'action concrètes à l'issue de ce webinaire pour mettre en œuvre au quotidien des actions pour travailler sur la confiance. Et juste en préambule, je vais prendre quelques minutes pour reposer quelques éléments de contexte qui étaient liés notamment à notre étude et notamment répondre à la question pourquoi il nous semble important de travailler sur la confiance avec les jeunes. Et en premier lieu, ça sera un peu un fil conducteur quand même de ce webinaire sur la confiance en soi, mais par rebond, et j'essaierai de le mettre en valeur quand même, aussi par rebond sur la confiance dans les autres, la confiance dans le groupe, la confiance dans l'adulte. Tu dis Donc, quoi? ces quelques éléments de J'ai contexte, coupé mon on micro. va, on va les commencer par un petit quiz, si ça peut être une bonne introduction pour nous. Le quiz, on va essayer de le faire rendre interactif. Normalement, il devrait s'afficher bientôt sur votre écran où vous devriez pouvoir répondre. La question qu'on va vous poser, qui est issue des résultats de notre baromètre jeunesse et confiance 2023, c'est selon vous, quelle proportion des jeunes de 16 à 20 ans pensent que le système éducatif les aide à avoir confiance en eux. Alors, à votre avis, 67%, 59%, 45%. Moi, je vais participer aussi, même si je connais la réponse. Je vous laisse. Normalement, ça s'est affiché. Et donc, je laisse quelques secondes pour répondre. Comme ça, je peux voir en direct les résultats. Et j'ai l'impression que vous avez plutôt répondu juste, effectivement. Et effectivement, la réponse qui se dessine, c'est 45%, et c'est la bonne réponse. Et ça nous a semblé peu, en fait, quand on a découvert
les résultats de ce baromètre et c'est essentiellement, voilà, c'est une des raisons qui nous a poussé effectivement à nous pencher sur cette question-là. Et on s'est rendu compte aussi que ça concordait avec d'autres diagnostics, notamment celui qui était proposé par les économistes Yann Algan et Élise Willery quand ils ont analysé les résultats de l'enquête PISA, où ils concluaient de façon assez triste que à 15 ans, les adolescents français souffrent d'un déficit de confiance en eux et d'optimisme quant à leur chance de réussir. Et ils faisaient le constat que c'était particulièrement vrai effectivement, pour les élèves français par rapport aux élèves d'autres pays. Et en fait, on a constaté aussi que ce déficit de confiance, il s'étend à d'autres dimensions de la confiance et notamment de la confiance dans l'autre et en particulier de la confiance dans l'adulte. Alors, c'était notamment un des résultats de l'enquête que mène l'UNICEF, la grande consultation auprès des enfants de l'UNICEF de 2021, où effectivement, ça m'avait marqué le fait que seulement un enfant sur deux estime qu'il peut se confier à un adulte qu'il apprécie à l'école. Et d'autres enquêtes, notamment celles menées récemment par l'OMS dans plusieurs pays, corroborent ce sentiment finalement d'un manque de soutien adulte. Dernier élément de contexte, cette fois-ci un peu plus optimiste, c'est que ce diagnostic qu'on a tiré notamment de notre baromètre Jeunesse et Confiance 2023, il nous prouve quelque part que travailler sur la confiance avec les jeunes et notamment la confiance en soi, c'est particulièrement productif parce qu'on s'est rendu compte que finalement, comme je disais tout à l'heure, les différentes dimensions de la confiance, elles sont largement interdépendantes et que ce sont les jeunes qui ont plus confiance en eux, qui sont aussi plus confiance dans les autres, plus confiance dans l'avenir, plus confiance dans les institutions. Et donc, il nous a semblé effectivement intéressant de constater que réenclencher cette dynamique de confiance avec les jeunes, ça peut être particulièrement fructueux pour travailler effectivement la confiance dans sa globalité. Alors, comment on va procéder aujourd'hui? On va vraiment s'intéresser aux leviers qu'on peut activer pour travailler sur la confiance et essayer d'identifier des critères qui permettent de caractériser ces leviers. Alors, ce qu'on va étudier, ce qu'on va aborder aujourd'hui, ça va vraiment s'articuler autour de trois axes. Un axe qui est autour de vivre des expériences de confiance, ça veut dire qu'on va essayer d'identifier, d'après notre étude, d'après notamment les entretiens qu'on a pu avoir avec des jeunes et des professionnels d'éducation, qu'est-ce qui constitue une expérience de confiance? On va s'intéresser à un axe autour de la question de faire des choix et de faire des choix en toute conscience. Et puis, surtout dans la dernière partie, avec notre invité Thomas de l'association Trouve ta voix, on s'intéressera à la place qu'occupe la parole dans ce développement de la confiance en soi. Alors, ça ne se veut pas du tout exhaustif, hein. L'idée n'est pas de faire le tour du sujet de la confiance dans toutes ses dimensions. D'ailleurs, il y aura peut-être des dimensions qui vous sembleront manquer, mais voilà, on voulait défricher ce sujet. On a sélectionné ces thèmes-là parce qu'ils nous semblaient particulièrement intéressants et surtout, il nous a semblé qu'ils pouvaient donner lieu à des applications concrètes assez rapidement. Donc, je vais commencer avec ce premier axe, c'est l'axe des expériences de confiance et je vais essayer de les caractériser à l'aune effectivement des éléments qu'on a pu mettre en avant dans notre étude et récolter dans notre enquête. On va recommencer avec un autre quiz et qui va nous permettre d'aborder un des éléments de ces expériences de confiance. Donc la question qu'on vous pose, c'est quelle proportion des élèves français de 15 ans, alors élèves français de 15 ans parce que c'est tiré des questionnaires PISA et c'est l'âge auquel l'enquête PISA a lieu, quelle proportion des élèves français de 15 ans estiment qu'ils coopèrent entre eux dans leur établissement? Alors, trois choix, 59%, 45%, 33%. Je prends quelques secondes là encore pour répondre. Alors, est-ce que c'était la dernière fois, c'était la réponse la plus basse qui était valorisée, qui était la bonne? Est-ce que ce sera le cas ici? En tout cas, apparemment, c'est plutôt l'option
commencé à prendre, d'aller plutôt vers 33%. Alors, je laisse encore quelques secondes pour répondre. En réalité, la bonne réponse, c'est un peu plus optimiste que c'est pas la bonne réponse ici, je crois. La bonne réponse, c'est 45%. Effectivement, c'est quand même, effectivement un petit peu faible, il nous a semblé. Donc ça fait quand même moins d'un élève sur 2, de cet âge-là qui estime qu'on coopère, que les élèves coopèrent entre eux au sein de leur établissement. Alors pourquoi on pose cette question-là? Parce que quelque chose qui est vraiment ressorti de notre enquête et tous les entretiens qu'on a menés aussi bien avec des jeunes qu'avec des professionnels de l'éducation, c'est qu'il y avait quelque chose de vraiment déterminant dans la confiance, dans le fait de trouver sa place dans un collectif, de faire l'expérience de la complémentarité et aussi de se retrouver au sein de ce collectif dans des places différentes, c'est-à-dire se trouver pas toujours dans la position finalement qui est heu, le un peu, on va dire, la caricature de l'élève, c'est-à-dire la position de récepteur, qui est censé ingurgiter des informations et mettre en œuvre des instructions, mais aussi d'être, dans cette position de transmetteur qui est parfois effectivement, très importante dans la coopération. C'est-à-dire que, parfois, c'est, l'élève qui va transmettre à un autre élève ou c'est le membre d'un groupe qui va effectivement être à l'initiative et être moteur dans le groupe. Donc le fait d'expérimenter cette complémentarité, c'est vraiment un critère important qui est apparu dans notre, enquête. Autre critère important dans dans cette expérience de confiance, c'est c'est aussi une expérience utile. C'est-à-dire que quelque chose qui est vraiment ressorti beaucoup, notamment avec les jeunes, c'est qu'ils ont expérimenté leur confiance en eux à partir du moment où ils sont sentis utiles et cette idée que contribuer au bien commun, notamment, à travers parfois des expériences comme le service civique ou des expériences de bénévolat ou même des expériences professionnelles, c'est vraiment apparu comme quelque chose voilà, un moment clé dans le développement de la confiance en soi. Et c'est ressorti aussi dans notre baromètre, notamment dans les attentes des jeunes, par rapport à la préparation face aux défis environnementaux. C'était un des axes de notre baromètre 2023. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer les jeunes aux défis environnementaux? Et ben, ce qui est ressorti, majoritairement, c'est quand même participer à des projets qui ont un impact concret et voilà, qui ont une utilité. Et c'est vraiment quelque chose qui est ressorti de cette enquête. Et puis, dans ces expériences de confiance, il y a un dernier aspect qui nous a semblé, important, c'est le fait d'avoir accès aussi à des pratiques diversifiées. Alors, on sait que le vécu scolaire, il est souvent, très théorique, au moins jusqu'à la fin du collège et hem et il y a une forme de plébiscite par rapport au fait qu'une diversification des activités qui font appel à d'autres savoirs et pratiques que des savoirs théoriques, par exemple des savoirs ou des pratiques techniques ou manuelles, ça contribue au vécu de confiance et on a notamment eu des échanges très intéressants avec des élèves qui ensuite sont partis dans la voie professionnelle et qu'on dit que c'est vraiment le moment où, ben, voilà, ils ont pu se libérer du poids de l'échec, du fait voilà, que malgré le fait qu'ils expriment leurs difficultés face à l'approche scolaire, par exemple, et on avait du mal à les mobiliser sur d'autres formes, d'expérience et ça avait beaucoup joué sur leur confiance en eux. Donc si on récapitule une expérience de confiance, voilà, pour garder, quelques acquis de ces quelques premières minutes, c'est une expérience où on peut avoir, se trouver sa place dans un collectif, expérimenter du soutien réciproque, de la complémentarité, hem, avoir des expériences portées vers des réalisations concrètes et utiles et puis être exposé à une variété de pratiques
voilà, pouvoir expérimenter une diversité de pratiques et de ne pas être cantonné effectivement dans l'exploitation d'un seul talent, d'une seule capacité. Alors, concrètement, comment ça peut se réaliser? Donc, je vais juste donner un exemple qui nous a semblé intéressant. C'est l'exemple de la mini-entreprise. Alors, la mini-entreprise, là, je m'appuie notamment sur effectivement un programme qui est proposé par l'association Entreprendre pour apprendre. Mais ça peut être, voilà, vous allez voir que l'idée est déclinable assez facilement. C'est l'idée en fait de partir d'une envie des jeunes, d'un besoin identifié par eux, pour aller vers vraiment la réalisation d'un projet, d'un produit, en passant par toutes les étapes. Alors, par exemple, je me souviens qu'un des exemples qui m'avait marqué dans ce que j'avais découvert chez Entreprendre pour apprendre, c'était l'exemple de jeunes de l'espace ado d'une petite ville qui avait eu l'idée d'élaborer un service de bus équipé qui va à la rencontre de personnes en situation de handicap pour leur permettre d'avoir accès à des équipements sportifs. Et donc ça, c'est l'idée. C'est eux qui avaient envie de faire ça. Et puis, l'intérêt dans le projet de la mini-entreprise, c'est que, en fait, ils vont apprendre petit à petit toutes les étapes qui vont leur permettre d'aller d'une idée à sa réalisation. Et ils vont expérimenter la complémentarité parce que dans une mini-entreprise comme dans une entreprise, il y a différentes fonctions. Il y en a qui vont être plutôt sur la coordination, d'autres sur la conception, sur la promotion de leur idée. Ils vont devoir effectivement réaliser une étude de marché, aller voir concrètement qu'est-ce que ça impliquera, trouver des partenaires, etc. Bon, pourquoi je trouve que cet exemple, c'est un bon exemple parce qu'il coche vraiment les cases qu'on a identifiées juste avant de l'expérience de confiance, c'est-à-dire du collectif, de la complémentarité, le fait de pouvoir tester différents rôles, différents outils, d'être parfois effectivement en position de transmettre parce que voilà, celui qui a une responsabilité, il va ensuite prendre la direction sur certains aspects. Que ça s'est tourné vers l'utilité, et puis effectivement, c'est tourné vers l'initiative, puisque ça part d'un projet de jeunes. Alors, sur la base de on va faire une petite pause. Sur la base de tous ces premiers volets des expériences de confiance, si vous avez vous-même des expériences à partager euh, dans la conversation, d'autres exemples de dispositifs pédagogiques ou expérientiels que vous avez pu, par exemple, animer, observer ou auxquels vous avez pu participer qui correspondent bien au point que j'ai souligné jusqu'à présent, ou des sources intéressantes sur ces aspects-là, sur l'aspect des expériences de confiance. Voilà, on fait une petite pause de 2 minutes dans laquelle n'hésitez pas voilà, témoigner dans la conversation. Ça sera utile pour tout le monde ici. Et si vous avez des questions à me poser à moi, utilisez plutôt l'onglet Q&R parce que je prendrai un peu plus tard effectivement du temps pour répondre à ces questions. Donc je vous laisse un peu de temps pour partager dans la conversation et puis je reprends effectivement dans 1 minute, 1 minute 30 le fil. Alors, je vois notamment qu'il y a un partage qui parle des juniors associations. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est un super volet aussi, voilà, d'introduire effectivement la pratique associative assez tôt dans le parcours des jeunes et de les mettre en situation de effectivement aller jusqu'au bout de leurs idées. Et il y a notamment des établissements scolaires qui ont proposé ça, euh, dès le collège, par exemple.
Ouais, bah, merci beaucoup pour vos partages, c'est vraiment intéressant. Et effectivement, il y avait l'idée d'un projet autour de la construction d'un séjour. Oui, c'est à mon avis, une très bonne idée parce que c'est vrai que voilà, c'est effectivement, ça change la perspective bon, voilà, ça met les jeunes en situation active pour participer à quelque chose auquel dont ils vont pouvoir profiter, mais effectivement, dans lequel ils peuvent s'impliquer. Je trouve que c'est une très bonne idée. Euh, voilà, je vous laisse prendre connaissance un peu des partages de la conversation. De toute façon, vous aurez accès à tous les éléments de conversation après. Je reprends le fil de mon exposé pour ensuite parler du deuxième levier que je vais exposer, qui est un levier consacré au choix. Et notamment sur l'idée que, effectivement, faire des choix, c'est un moment important dans la construction de la confiance en soi. Alors, quand on parle des choix, il y en a un qui est particulièrement structurant pour les jeunes et auquel on s'est intéressé, c'est le choix d'orientation. Et ce qui ressortait notamment d'un sondage, alors de mémoire, c'était de 2023, un sondage BVA pour l'étudiant, c'est que le moment du choix, surtout quand c'est un gros choix comme celui de l'orientation, c'est un moment qui est déstabilisant pour les jeunes. On voit dans les résultats que c'est une grosse source d'inquiétude, mais aussi une source de doute, d'incertitude. Mais ce qui était hyper intéressant dans ce sondage-là, c'est que parallèlement, on se rendait compte que le moment du choix, c'était en fait aussi un moment très formateur, puisque c'est un moment où on travaille sur soi, un moment où on s'autorise parfois à se dire ben, maintenant ça me concerne, c'est moi qui décide, etc. Et donc on voit que c'est un moment aussi où on gagne en choix, on gagne en autonomie, on gagne en connaissance de soi. Euh, sur cette idée-là, ça rejoint aussi un enseignement de la recherche en psychologie, qui est que faire des choix, ça aide à renforcer ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire le fait de trouver des raisons personnelles de faire les choses plutôt que de les faire parce qu'on se sent contraint ou parce qu'on se sent fortement incité par un adulte, un enseignant, un éducateur ou même ses parents. Et que, effectivement, ce moteur de motivation intrinsèque, il aide beaucoup à développer la confiance en soi. Et ça a été notamment mis en avant par bon, ces psychologues que vous connaissez peut-être parce qu'ils sont souvent cités, qui sont Edouard Deci et Richard Ryan. Euh, Or, on sait que dans les parcours des jeunes, bah, bien sûr, ils ont des choix à faire, des choix d'activité, des choix d'options, des choix de filière, effectivement. Mais c'est des choix qui sont souvent ponctuels. Et vraiment, ce qui nous a semblé intéressant, notamment quand on a discuté avec des professionnels de l'éducation, et notamment des enseignants, c'est d'introduire plus d'opportunités de faire des choix au quotidien et aussi plus s'interroger et de plus expliciter euh, quels- comment on fait des choix et sur quels éléments on doit les faire reposer. Alors, pour aller dans quelque chose, des exemples un peu concrets, euh, ça peut être par exemple tout ce qui concerne les accords de groupe, c'est-à-dire effectivement choisir collectivement les règles de la vie en groupe, en début d'année en classe ou à la première séance lors d'une activité ou au moment du départ d'un projet. C'est un vrai moment fondateur. Et puis, c'est aussi l'occasion, on parlait tout à l'heure des liens entre confiance en soi, confiance dans les autres, etc. C'est aussi l'occasion de signifier la confiance de l'adulte dans le groupe et en jugeant capable, notamment, jugeant capable les jeunes, de trouver un fonctionnement qui permettra à tous d'être à l'aise, de bien progresser dans le projet, dans l'activité, d'apprendre, etc. Euh, et puis, dans le choix des activités, voilà, ou des choses qu'on va faire ensemble, des sujets d'études en classe, des activités qu'on va mener, par exemple, dans un groupe, dans une animation culturelle, animation sportive, ou tout simplement dans un projet qu'on va mener de façon collective. Euh, Réintroduire effectivement un vrai exercice pédagogique de choix, ça peut être hyper intéressant. Je me souviens notamment d'une enseignante de français
qui travaillait sur les œuvres du programme autour du dialogue amoureux, et elle avait vraiment proposé plusieurs œuvres et divisé la classe en plusieurs groupes, et chaque groupe était chargé en fait de promouvoir une des œuvres à étudier. Et donc je trouvais que c'était hyper intéressant parce que il devait, voilà, c'était pas juste un choix comme ça au doigt mouillé. Chaque groupe finalement avait le rôle de convaincre les autres et donc devait un peu s'approprier en peu de temps ce qui pouvait être intéressant dans le fait d'étudier une œuvre. Il y avait une phase de présentation, puis une phase de délibération, et puis finalement on choisissait. Donc ça, déjà, c'est un moment d'appropriation, et puis effectivement, c'est un moment où on comprend un peu mieux ce que ça veut dire de faire des choix et quelles sont les différentes étapes. Et puis, une autre façon de réintroduire du choix au quotidien, c'est de choisir des stratégies. Alors, les stratégies, ça peut être dans plein de domaines différents. Ça peut être dans l'enseignement, par exemple, pour résoudre un exercice de maths, proposer plusieurs stratégies, dans un cadre sportif, mais aussi pour arriver à fixer un objectif à atteindre un objectif qu'on s'est fixé ensemble. Enfin, tout ça, il y a plein de moments où on peut choisir des stratégies, et je trouve ça intéressant parce que la confiance, elle vient aussi du fait d'apprendre à appréhender une difficulté, et plutôt que se dire, bah, en fait, face à une difficulté, il y a forcément un mode d'emploi préétabli, bah, se rendre compte qu'il y a un moment où on peut faire des choix, et que c'est voilà, en faisant des choix qu'on s'approprie finalement des difficultés. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et au quotidien, effectivement, avec les jeunes, on peut réintroduire plein de moments où on va faire un choix pour essayer d'atteindre un objectif. Euh, donc ça, c'était la fin de mon second point sur les choix. Et là encore, on va se prendre 2 minutes si vous avez encore une fois des partages euh, qui, là encore, pourraient rentrer en écho avec ce que je viens de raconter, c'est-à-dire des, voilà, des initiatives auxquelles vous avez pu partager, qui réintroduisaient effectivement, démystifier un peu la question du choix, réintroduisaient des choix, peut-être en éducation populaire ou peut-être dans d'autres dimensions du travail avec les jeunes. On se prend 2 minutes de pause, et après, n'hésitez pas non plus à continuer à poser des questions si vous en avez dans le canal questions-réponses, parce que voilà, dans 1 minute 30 à peu près, on va prendre quelques questions. Je commence à regarder d'ailleurs s'il y a des questions. Et s'il n'y a pas de questions, je regarderai un peu vos partages. Ouais, je vois qu'il y a un partage autour effectivement de l'intérêt d'avoir des instances aussi d'implication des jeunes dans les décisions, comme les conseils de vie collégiale, etc. Je pense qu'effectivement, c'est important. C'est vraiment effectivement des cadres propices et à la confiance en soi, effectivement. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'une seule question. Effectivement, je vois une question: d'autres initiatives en tant que parent pour susciter la confiance chez les enfants. C'est vrai que là, on s'est plutôt focalisé effectivement sur des critères, des exemples qui avaient trait à un cadre pédagogique. Mais je pense que les
les critères qu'on a mentionnés jusqu'à présent, ils peuvent effectivement très bien être mobilisés dans d'autres contextes éducatifs et notamment celui de la vie familiale peut fonctionner assez bien puisque ce qu'on a on peut tout à fait mener des projets en famille et dans ce contexte-là, impliquer les enfants, notamment voilà, les mettre parfois dans les situations où ils sont, par exemple, eux-mêmes à l'initiative ou eux-mêmes en charge d'apprendre des choses aux parents. Bon, je pense que, en tout cas, de ce point de vue-là, effectivement, accepter et c'est parfois difficile pour les professionnels d'éducation comme pour les parents, accepter d'être parfois dans la position de récepteur et pas de transmetteur, peut être effectivement un bon conseil. Et puis, effectivement, je pense que il y a une ambiguïté dans la question du choix aussi dans le contexte familial parce que, on sait que pour des très jeunes enfants, par exemple, le fait de proposer trop de choix, ça peut être perturbant et qu'ils ont aussi besoin que l'adulte, effectivement assume son rôle et c'est vrai aussi en contexte pédagogique et je pense que ça invite effectivement à relativiser un peu ça. Mais dès lors que la ils ont la maturité pour faire ces choix-là, ça bon, ça c'est intéressant quand même de comprendre effectivement comment on forme ses choix ou même de verbaliser auprès des enfants comment on prend des décisions et On a une autre question oui. euh, de Nada qui demande comment intégrez-vous à vos travaux la perspective interculturelle sur la notion de confiance en soi qui peut être différemment appréhendée en fonction de la culture d'origine, notamment un rapport plus collectiviste à cette notion. Alors je pense que c'est effectivement une question, qui est intéressante sur laquelle on ne s'est pas, vraiment posé sur l'idée il pourrait y avoir effectivement une compréhension de la confiance en soi qui serait différente effectivement selon les cultures. Mais ce que je comprends dans la question, c'est qu'il y aura peut-être, des différences sur l'idée, hem, collectif et c'est vrai que, il y a peut-être un peu parfois, un présupposé sur que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit un peu de façon, individuelle. Hem et or, effectivement, ce qu'on a constaté, bah, ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est que voilà, c'était très lié, finalement, quand même à une expérience collective. Parce que c'est aussi en développant la confiance dans les autres, le soutien réciproque, par rebond, on arrive à appréhender sa propre confiance en eux, puis aussi, la façon dont on est écouté ou la façon dont on est pris au sérieux par le groupe. Alors je ne sais pas si ça répond à la question, mais effectivement, il y a peut-être, effectivement, on se rend compte des cultures je parlais de la coopération tout à l'heure, qui appréhendent, différemment cette, notion de coopération. On sait qu'il y a des cultures très verticales et on sait que, nous, en France, on est dans une société qui est quand même très verticale par rapport à d'autres sociétés européennes notamment, et que de ce point de vue-là, c'est vrai que, c'est parfois difficile, au regard des critères que j'ai énoncés, développer sa confiance en soi, finalement, quand on se repose beaucoup sur la figure, de l'autorité qui finalement dicte, les activités qu'on doit faire, les décisions qu'on doit prendre et cetera et que finalement, quand on se retrouve en autonomie, après avoir eu ce vécu-là, c'est parfois, plus difficile de se dire qu'on a la légitimité, nous, pour d'être en responsabilité, de prendre des décisions et cetera. Donc je pense qu'effectivement le développement de cette culture, de la confiance en soi, effectivement, a une composante culturelle qui est voilà, qui la freine ou au contraire, qui la stimule. En fait, on m'a signifié qu'on était un tout petit peu en retard, donc on va peut-être passer à au deuxième temps, puisque effectivement, j'ai annoncé, tout à l'heure que la troisième aspect qu'on allait développer, mais je pense qu'on va revenir aussi avec Thomas sur d'autres aspects, qu'on a abordés jusqu'à présent. Ce sera autour de la place accordée à la parole des jeunes. On va là encore, i
juste avant de donner la parole à Marion et à Thomas, repartir sur un dernier quiz qui est toujours tiré de notre baromètre jeunesse et confiance. Cette fois-ci, justement, sur la prise de parole. Quelle proportion de jeunes estiment ne jamais renoncer à prendre la parole en public? Que je réponds, parce que je connais la réponse. Je vous invite à répondre à votre tour. Voilà, c'est vrai que c'était un des aspects sur lesquels on avait interrogé les jeunes, notamment voilà, dans notre baromètre jeunesse et confiance. Donc, c'est des jeunes de 16 à 25 ans. Et la question de la prise de parole, elle nous semblait importante quand on évoque la question de la confiance en soi, notamment. Et la réponse, et ben, là encore, vous avez trouvé. Et c'est effectivement seulement 13%, ce qui veut dire ben, effectivement que 87% des jeunes, bah, parfois renoncent à prendre la parole en public alors que, ils ont des choses à dire. Donc c'est un pourquoi aussi on voulait donner une place, importante à la question de la prise de parole, dans ce webinaire et je vais tout de suite laisser la parole à Marion, pour cette séquence, avec notre invité. Merci beaucoup Stéphane pour ces éclairages. On va maintenant passer à la partie un peu plus incarnée de notre webinaire avec un focus sur une initiative de terrain qui œuvre directement pour renforcer la confiance des jeunes, l'association Trouve ta voix. Bonjour Thomas et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marion, bonjour à tout le monde, à toutes et tous. Alors pour commencer, on va regarder un petit peu, on va regarder une courte vidéo de présentation de Trouve ta voix pour planter un petit peu le décor de vos actions. Tu peux lancer la vidéo. Voilà. Voilà, ça nous permet de une belle transition sur la prise de parole. Alors d'abord, Thomas, selon toi, en quoi la prise de parole peut être une expérience fondatrice de la confiance en soi? Merci pour cette question et je vais tenter d'être le plus précis possible, passer après Stéphane, c'est jamais facile. Euh, je dirais que la prise de parole, c'est une expérience fondatrice de confiance en soi, d'abord euh, parce que prendre la parole, c'est prendre un risque, c'est s'exposer. En fait, la prise de parole, c'est une peur extrêmement universelle. Avoir tout un tas de pères dieux braqués sur nous, ça éveille quelque chose, enfin une peur très profonde. J'avais lu des articles et entendu des conférenciers qui utilisent la discipline de la psychologie évolutive ou évolutionniste qui parlent de de ce réflexe que notre cerveau a quand il voit des pères dieux braqués sur nous, de prendre peur. Parce que quand on était il y a quelques millénaires, voilà, ces hommes préhistoriques qui devaient faire attention à leur survie au quotidien, à tous les instants, et ben, c'était des signaux d'alerte. Et en fait, voilà, il y a vraiment, on a gardé ce réflexe d'avoir peur de ce que les autres vont penser de ce qu'on dit. Et donc c'est une expérience extrêmement périlleuse que de prendre la parole devant un groupe ou devant des personnes. On a, dans l'étude
que vous citiez, dans le chiffre que vous citiez, qui peut être complété par d'autres. Une étude de Kantar qui disait que 83% des jeunes de 18 à 24 ans ressentent du stress et de la peur lorsqu'ils doivent prendre la parole en public. Tout un tas de chiffres montrent que c'est quelque chose qui fait peur. Euh, et comme ça fait peur, il y a cette notion de danger, mais c'est aussi un potentiel révélateur. Si j'ai l'espace pour prendre un risque, pour prendre la parole et que ça se passe bien, et que je réitère l'expérience, eh ben, je vais, au fur et à mesure que je me dévoile et que cette expérience se passe bien ou assez bien, eh bien, je me découvre et surtout, je réalise que ma parole a une valeur en fait, je me découvre dans le regard des autres et c'est une expérience de légitimation. Euh, Puisque ce que je dis a de la valeur pour les autres, puisqu'ils ont l'air de m'écouter et parfois d'approuver, mais en tout cas de donner du temps et de l'importance à ce que je dis, euh, et ben voilà, je me sens plus légitime et donc je prends confiance en moi. C'est pour ça que je suis totalement d'accord avec Stéphane quand il parle de la relation entre la confiance en soi et la confiance aux autres. Puisque si on ne prenait la parole que pour nous-mêmes, dans un cadre clos, dans sa chambre, évidemment, ça nous fait beaucoup moins peur que quand on est en relation avec les autres. Donc il faut travailler sur ce rapport au groupe et ce rapport aux autres pour travailler sur sa confiance en soi et notamment sa confiance en sa capacité à prendre la parole. Et tu dirais que c'est à quel âge qu'il faut commencer à travailler sur sa prise de parole? Voilà, j'imagine le plus tôt possible. Vraiment, je pense que comme beaucoup d'outils qui sont utilisés dans tout un tas de parcours éducatifs, dans tout un tas de dispositifs, on a l'habitude de penser que le plus tôt est le mieux et je suis assez d'accord, notamment parce que, notamment sur la capacité à prendre la parole en public, qui est un marqueur très fort d'inégalité sociale, il va y avoir des inégalités qui se creusent dès les premières années de vie, dans le vocabulaire qu'on maîtrise, même voilà, dans le rapport à la parole de notre cadre, de nos pères et de notre cadre familial. Et donc, je dirais qu'il faut commencer le plus tôt possible. Alors, chez Trouve ta voix, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'intervenir sur le temps scolaire dans les collèges et les lycées publics prioritaires. On souhaite agir depuis 2018, depuis notre création, vraiment main dans la main avec l'éducation nationale. Et donc, on a développé des partenariats avec les académies d'Île-de-France et depuis peu de Montpellier qui nous permettent d'intervenir pendant le temps scolaire aux côtés des enseignants, avoir des bénévoles qui vont former des classes à la prise de parole, des classes de quatrième et de seconde. Notre programme historique était un programme destiné aux secondes en lycée. Et c'est l'Académie de Paris qui nous a incité il y a 2 ans à débuter un travail pour adapter notre méthode pédagogique au collège, puisque le collège, on le sait, et cette phase de l'adolescence, c'est une phase très compliquée dans ce rapport à soi et dans le rapport aux autres. Un adolescent de 13-14 ans a beaucoup de mal avec cette confiance en soi et cette confiance aux autres, et donc évidemment à prendre la parole. Donc nous, on utilise cet outil de l'oral à partir de la quatrième, mais il y a tout un tas d'autres initiatives qui le font beaucoup plus tôt, que ce soit des initiatives liées à la pratique du théâtre, qui peut se faire dès la maternelle. En primaire évidemment. Voilà, mais en tout cas, le plus tôt le mieux, j'imagine. Et tout à l'heure, tu parlais du coup de marqueurs d'inégalité sociale. Ça me fait penser aussi que on observe aussi des inégalités de genre. Les filles ont beaucoup plus de mal à prendre la parole et elles sont beaucoup plus, elles vont avoir plus de mal à s'exprimer. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous prenez en compte chez Trouve ta voix dans vos ateliers? Alors, on le prend de plus en plus en compte. Alors, évidemment, la parole et la répartition de la parole dans un espace de classe, tout comme dans un espace d'ailleurs d'une équipe d'entreprise, c'est un enjeu extrêmement genré. On a observé, en tout cas, dans le cadre d'une évaluation d'impact social qu'on a réalisée avec l'aide du cabinet Coréis l'année scolaire dernière, on a 42% des garçons
qui nous ont dit prendre la parole au moins 5 fois ou plus en classe pendant une journée de cours. Et c'est seulement 23% des filles, quasiment moitié moins. C'est énorme. Ouais, dans l'espace classe, la parole est clairement inégalement répartie entre filles et garçons. On a une autre statistique du baromètre qui a été publié par Eloquentia avec Opinionway ces derniers temps, montre qu'il y a 14 points de pourcentage de différence entre les filles et les garçons, et les garçons quand on leur pose la question, es-tu stressé de prendre la parole en public? Évidemment, les filles sont plus stressées. Donc évidemment, c'est un enjeu extrêmement fort et on a décidé, nous, de dédier encore plus d'énergie à la compréhension de cet enjeu-là, voilà, dans le cadre de nos évaluations d'impact social, mais aussi dans le cadre de nos travaux pédagogiques, puisque Laura, notre responsable pédagogique, travaille avec l'aide d'un conseil scientifique et pédagogique en lien avec les académies. Et donc, c'est un sujet qu'on met sur la table pour tenter de voir ce qu'on peut ajouter comme ressources, comme temps de formation pour nos bénévoles également, pour que ce soit un enjeu qui soit encore mieux adressé. Ok. Et est-ce que vous avez réussi à prendre assez de recul et constater un impact durable sur la confiance en soi des jeunes que vous avez accompagnés? Euh, alors évidemment, on a fait le choix d'intervenir à l'échelle de groupe classe et que cette action soit obligatoire pour tous les élèves de la classe. Et c'est très important pour nous parce qu'on se questionne sur la place de l'oral dans un sens très large dans le système éducatif français. On a du mal à suivre tous les élèves sur la durée, tous les élèves qu'on a formés dans le cadre des parcours Trouve ta voie sur la durée. Mais évidemment, on a des expériences et des partages voilà, de progrès individuels, en tout cas d'ouverture de champ des possibles chez certains des jeunes qu'on a accompagnés qui sont extraordinaires. Mais ce que je peux dire de manière générale, c'est qu'à la fin des parcours Trouve ta voie, 70%, 72% des jeunes se disent fiers d'eux et de leur progrès. Ah, c'est Euh, trop bien. Déjà, c'est une statistique qui dit beaucoup de ce qui a pu changer dans le regard sur eux-mêmes et sur ce qui s'est passé quand ils ont pris la parole dans ce groupe classe. 65% disent que le parcours Trouve ta voix les a aidés à réaliser que leur voix avait une valeur. Donc on revient à cet enjeu d'expérience de confiance, puisque si je réalise que ma voix a une valeur, évidemment, j'ai plus de chances de la repartager dans ce cadre-là du groupe classe ou dans d'autres. Mais voilà, là aujourd'hui, peut-être qu'une des marques, pour donner un exemple, une des marques de confiance durable, de progrès durable dans la confiance en soi des jeunes, c'est peut-être que on arrive à un stade du projet où certains de nos anciens élèves bénéficiaires, notamment dans notre programme au lycée, deviennent formateurs, formatrices bénévoles. Ah, Donc trop commencent bien. à s'engager pour retourner soit dans leur lycée, soit dans un autre de nos lycées partenaires, pour partager, transmettre, voilà, sur un format de pair à pair auquel on tient beaucoup, eh bien, les éléments de notre programme pédagogique qui vont à leur tour aider ben, les élèves grâce à cet engagement renouvelé qui montre qu'il y a eu énormément de prise de confiance en soi, puisque pour se sentir capable d'arriver dans un espace pour transmettre des clés à des élèves, il faut quand même avoir assez confiance en soi voilà, pour se lancer dans cet engagement-là. Donc pour nous, c'est un marqueur très fort de l'impact que ça a pu avoir de manière durable chez certains des jeunes qu'on a accompagnés. Ok. Et j'ai une dernière question pour toi. Comment on pourrait redonner plus de place à l'expérience de la prise de parole justement dans notre système éducatif où on sent que c'est encore un petit peu léger à ce niveau-là, quoi. Même si il y a eu le grand oral en 2021, ça reste encore un petit peu en retrait, j'ai envie de dire. Oui, c'est parce que le rapport à l'enseignement de l'oral, ça touche évidemment à une culture du système éducatif français, Mm. qui est quand même un système éducatif beaucoup basé sur l'écrit, avec, euh, quand on demande aux élèves de donner leur avis, ou en tout cas
pouvoir prendre la parole dans l'espace classe, c'est souvent pour donner une réponse attendue. En tout cas, une prise de parole d'un élève, elle est souvent soit validée si j'ai levé la main et que j'ai donné la bonne réponse, soit sanctionnée si ce n'est pas le cas, si j'ai pas donné la bonne réponse. Donc il faudrait, à notre avis, rouvrir des espaces, enfin, ouvrir des espaces d'expression beaucoup plus ouverts, ce qui pose tout un tas de problématiques, en tout cas d'enjeux logistiques, de de formation des formation. enseignants, évidemment. Mais en tout cas, avoir des temps où le collectif, un groupe classe, peut, en posant des conditions de réussite, en se mettant d'accord sur un cadre de confiance, non jugeant, avec beaucoup de bienveillance entre chacun des élèves, et ben, où les élèves vont pouvoir se livrer un peu plus, en partant peut-être de leurs expériences propres, de leur vécu et de leurs préoccupations. C'est ce qu'on fait chez Trouve ta voix, puisqu'en fil rouge des deux programmes, eh bien, les élèves vont au lycée rédiger un discours qu'ils vont restituer à la fin, un discours individuel qu'ils vont restituer à la fin des 11 séances. Et au collège, les élèves vont écrire ensemble une scénette, un récit collectif sur une thématique citoyenne qu'ils ont choisie. Donc on revient à la notion de choix dont parlait Stéphane, et à la notion de cadre, de cadre choisi par les élèves eux-mêmes pour se sentir à même et capable de prendre le risque de prendre la parole en classe à des âges où c'est extrêmement compliqué. Ok, bah merci beaucoup Thomas. Parce que cette discussion montre bien que la confiance, c'est pas un plus, un bonus, mais c'est vraiment un socle éducatif essentiel. Donc merci pour ton témoignage, ton partage et ce que vous faites chez Trouve ta voix. Avec grand plaisir, peut-être rajouter une chose, Oui, c'est que donc comme vous l'avez compris, on intervient il y a des bénévoles qui, en binôme avec l'enseignant qui porte le projet dans sa classe, le bénévole va avoir cette mission d'ouvrir un espace, de construire un cadre de confiance pour que les jeunes se sentent au fur et à mesure des séances de plus en plus à l'aise dans leur prise de parole, et que le climat scolaire s'améliore, en tout cas le climat de classe s'améliore. Et on est en pleine campagne de recrutement de nos bénévoles. Et donc, si vous êtes intéressé ou si vous côtoyez des jeunes étudiants ou jeunes actifs de 18 à 30 ans, eh bien, sachez qu'ils peuvent candidater pour rejoindre le parcours d'engagement Trouve ta voix, être formés à notre méthode, recevoir l'ensemble de nos ressources pédagogiques et intervenir dans une classe aux côtés d'un enseignant. Et c'est assez rare ce mode d'engagement-là, qui repose sur du pair à pair, mais qui est extrêmement en lien avec l'éducation nationale et les académies et les enseignants. Donc, si vous connaissez du monde que ça peut intéresser, et on est vraiment ouvert, et vous trouverez toutes les informations sur notre site internet. merci Thomas. Merci Marion pour l'invitation. On va maintenant prendre vos questions. Si vous en avez, vous pouvez toujours les poser dans l'onglet questions et réponses Q et R. Donc n'hésitez pas. Je sais pas si on a des questions. On a une question pour Thomas. Est-ce prévu d'étendre vos actions dans d'autres régions? Alors, merci pour cette question. Voilà, on a commencé nos actions en Île-de-France, dans l'Académie de Créteil. Maintenant, on intervient dans tous les départements d'Île-de-France. On a lancé un déploiement de nos actions en Occitanie et notamment en partenariat avec l'Académie de Montpellier, un partenariat avec l'Académie de Toulouse et en projet. Pour l'instant, en tout cas à moyen terme, on ne se projette pas dans la création de nouvelles antennes régionales. Par contre, on travaille de plus en plus, et c'est un projet qui va nous occuper ces prochains mois, à la compréhension de ce qui peut être partagé aux enseignants sans qu'il y ait besoin d'avoir Trouve ta voix qui soit présent sur le territoire, mais en tout cas de ressources pédagogiques, d'outils qui peuvent être diffusés aux enseignants pour que eux puissent porter des projets similaires à ceux qu'on porte, et donc que cette action, en tout cas qu'une action assez similaire puisse s'étendre dans d'autres régions assez largement. Merci Thomas. J'ai une autre question. Comment importer cette pédagogie dans d'autres espaces que celui de l'école?
La culture dominante top-down fait des ravages dans d'autres cadres, frein à l'écoute, à la prise en compte de la parole. Comment travailler ensemble cette question? Je pense que c'est une excellente question. En fait, depuis que je suis engagé dans ce projet, en tant que directeur de l'association Trouve ta voix, j'échange évidemment avec beaucoup d'autres acteurs associatifs, beaucoup d'autres porteurs de projets. Et en fait, on réalise euh, que beaucoup travaillent l'oral dans le cadre de parcours d'accompagnement des jeunes. Et donc, nous, voilà, on travaille avec d'autres associations comme Sport dans la ville, comme Article 1, comme Unicité, voilà, ou d'autres qui, dans le cadre de leur parcours, eh bien, veulent mettre en place de la formation à la prise de parole. Et je pense que c'est hyper intéressant de créer des espaces de coopération entre acteurs associatifs ou même de discussion dans le cadre de cités éducatives ou autres espaces de ce genre pour partager nos expériences et que peut-être que, enfin nous en tout cas, on est toujours très ouverts à des discussions entre tout un tas d'acteurs éducatifs et nos équipes. Et notre responsable pédagogique, Laura, sera ravie d'échanger avec vous toutes et tous si vous êtes intéressés de savoir comment ce qu'on fait dans les classes peut être euh, adapté dans d'autres espaces. Hein. En tout cas, nous, ça nous intéresse beaucoup. Et donc, si on peut jouer ce rôle-là, modestement, c'est avec plaisir. Et est-ce que vous intervenez, trouve ta voix, en institution de protection de l'enfance? Alors en fait, nous, on a vraiment décidé de focaliser notre action et notre boussole stratégique autour en fait, du temps scolaire et de nos actions sur le temps scolaire. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir quelques projets annexes, pas annexes parce qu'ils sont moins importants, mais annexes parce qu'ils prennent moins d'énergie à l'équipe, où on intervient auprès de publics voilà, qui ont des besoins d'accompagnement spécifiques. On a notamment, on intervient parfois en maison d'arrêt ou auprès enfin avec, en partenariat avec la protection judiciaire de la jeunesse, sur des programmes spécifiques, souvent assez courts. Donc on va faire des interventions ponctuelles. Nous, ce qui nous motive avec là où on pense que nos programmes ont un vrai impact, c'est qu'on arrive à intervenir sur la durée, puisque les élèves des classes dans lesquelles on intervient vont recevoir 11 séances de formation, donc quasiment pendant c'est un rythme hebdomadaire pendant 6 mois de formation à la prise de parole, ce qui permet d'avoir un impact évidemment beaucoup plus solide sur le collectif et sur les progrès individuels. Donc voilà, on est ouvert à des projets avec d'autres acteurs que l'éducation nationale, évidemment, parce que ça fait sens et on s'enrichit évidemment en se lançant dans ces projets-là, mais c'est pas le cœur de notre activité. Merci Thomas. On arrive à la fin de ce webinaire. Un grand merci à Stéphane pour son éclairage, à toi Thomas et à toute l'équipe de Trouve ta voix pour leur engagement. Et bien sûr, à vous toutes et tous pour votre participation active et vos contributions dans le chat. Merci aussi à l'équipe de Vers le haut et à Agathe qui a géré la partie technique aujourd'hui. En tout cas, si ce webinaire vous a donné envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre étude Un sérieux besoin de confiance qui est disponible sur le site de verlehaut.org. Et si vous avez envie de partager ce webinaire à un partenaire ou à un collègue, vous pourrez le retrouver très bientôt en replay sur notre chaîne YouTube @verlehaut. Voilà. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, @verlehaut, sur Facebook et également sur LinkedIn. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre newsletter. Normalement, vous avez un QR code sur la présentation que Stéphane a partagée. Merci à tous.